Bien, nous reprenons cette matinée avec l'intervention de Bertrand Saint-Cernin, professeur honoraire à l'université Paris 4 et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, le professeur Saint-Cernin a joué un rôle essentiel dans la mise en place du séminaire que Bernard d'Espagna et le collège ont organisé à l'Académie à partir de 2010. Et j'aimerais le remercier tout particulièrement pour sa présence et ses interventions lors de ces séances. Que vous êtes venu à plusieurs des séances, vous êtes intervenu souvent dans les discussions. Et donc, grâce à lui, nous espérons pouvoir continuer les activités du collège dans le cadre de l'Académie. Alors, Bertrand Saint-Cernin est spécialiste de philosophie et d'histoire des sciences, vous le savez tous, en particulier de Cournot. Il a écrit un livre sur le réalisme de Cournot en 1998, de Whitehead, il a écrit un autre ouvrage, Un univers en essai, sur Whitehead. Il a beaucoup étudié les différences historiques et culturelles profondes entre les nations en ce qui concerne leur développement scientifique. Il a également beaucoup travaillé sur les mathématiques de la décision, et cela depuis le début de ses travaux. Il a publié en 1973 un ouvrage sur ce thème, ainsi que sur la théorie des jeux. C'est, je crois pouvoir le dire, un ardent défenseur du rationalisme. Et il a publié en 2007 chez Gallimard Le rationalisme qui vient, et avec Alfredo Largeau et Daniel Andler, il a également publié, toujours chez Gallimard, en 2002, en 2 volumes, une somme de philosophie des sciences, qui est vraiment un ouvrage de référence auquel je me réfère très régulièrement. Donc, chers amis, je vous remercie beaucoup au nom du collège et de l'Académie, et aussi personnellement, d'avoir accepté de participer à cet hommage à Bernard d'Espagna, car je sais que votre agenda est très chargé aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire combien je suis ému de parler devant la famille de Bernard d'Espagna, devant ses amis, et dire aussi que, bien entendu, la présentation que vient de faire Jean Petitot est très excessive et très exagérée, mais ça fait partie des choses, et vous avez fait vous-même la différence. Je voudrais donc simplement évoquer ce que j'ai connu de Bernard d'Espagna à travers ce séminaire de philosophie et de sciences auquel j'ai participé en ayant le sentiment d'être largué la plupart du temps, mais ça ne fait rien. Plusieurs aspects de la personne de Bernard d'Espagna et de son œuvre suscitent l'admiration. Tout d'abord, il est allé vers la vérité selon le mot de Platon dans La République et de Xénophon dans les Mémorables, de toute son âme, sun olet et psyché. Il pense, et c'est d'ailleurs conforme à la tradition pendant 2 millénaires ou plus, qu'il est aberrant de se dire philosophe si l'on n'est pas instruit des sciences. C'est une aberration qui n'est apparue qu'à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Aujourd'hui, à ses yeux, la physique qui compte pour comprendre l'univers, l'homme et la philosophie, c'est la mécanique quantique. Mais la physique nous met en face d'un réel voilé. En tant que physicien, Bernard d'Espagna a été la source de travaux déterminants portant sur la physique quantique. Il pense que les interprétations de la physique sont diverses et leur donne la parole, et il ne s'est jamais renfermé, m'a-t-il semblé, dans sa conception propre de la philosophie des sciences. D'où la double tâche qu'il s'est assignée, faire partager aux autres, y compris à ceux qui n'ont pas la maîtrise technique de la physique, comme son Candide, la nécessité d'établir un pont entre la science et la philosophie et faire dialoguer les physiciens qui ont des interprétations de la physique différentes de la sienne. C'est pourquoi, à partir de novembre 2010, le 22 novembre exactement,
La première séance fut marquée par une intervention d'Édouard Brézin, membre de l'Académie des sciences. Il a organisé et animé un séminaire de physique et de philosophie à l'Académie des sciences morales et politiques. Et jusqu'à sa mort, on peut dire qu'il est resté très actif. J'évoquerai 3 aspects de son œuvre. Sa conviction que l'on ne peut pas philosopher en dehors des sciences, sa critique du réalisme, considéré comme contraire à sa conception du réel voilé, et enfin l'atmosphère de son séminaire à l'Institut. Tout d'abord, sa conviction l'idée qu'il y a une union intrinsèque des sciences et de la philosophie est une idée force de Bernard d'Espagna, qui s'inscrit dans une tradition millénaire. Il pense que la cosmologie, l'anthropologie et la métaphysique sont tributaires du savoir scientifique et que prétendre philosopher en dehors des sciences est une aberration. De fait, pendant plus de 2 millénaires, personne n'aurait eu l'idée de se dire philosophe s'il n'avait été en même temps mathématicien et physicien. L'orateur principal du Timée, par exemple, c'est Timée de Locre, qui est un astronome. Certes, on n'exigeait pas des philosophes qu'ils fussent tous créateurs, ni non plus qu'ils puissent refaire par eux-mêmes en détail les expériences et les démonstrations des grands novateurs, comme c'était la règle pour les savants de l'Antiquité à l'âge classique inclus. Mais jusqu'à une date récente, chez Husserl encore, à la fin des années 30, on attendait des philosophes qu'ils fussent capables de comprendre le mouvement des sciences. Comme le dit Husserl dès 1900, c'est la condition du retour aux choses elles-mêmes, Rückkehr zu den Sachen selbst. Cette exigence que s'imposait le chercheur en tant qu'individu s'est évanouie au début des années 40, quand débuta la construction de la bombe atomique aux États-Unis, le Manhattan District Project, et que l'on commença à fabriquer industriellement les premiers antibiotiques. En effet, on se rendit compte alors qu'il fallait dissocier les opérations de recherche proprement dites et la conduite politique et stratégique de l'action. Certains crurent que cette dissociation était liée à l'économie de guerre et donc qu'elle était provisoire et disparaîtrait une fois la guerre terminée. En réalité, après la Seconde Guerre mondiale, cette organisation de la recherche qui avait prévalu pendant la guerre s'est imposée, la paix une fois revenue. Alors bien sûr, la rivalité entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide contribua sans aucun doute au maintien de la nouvelle organisation de la recherche, mais on comprit, et ça c'est un point très important sur lequel Bernard d'Espagna a insisté, on comprit que la nécessité de faire des choix est inhérente à la science et que le saupoudrage en matière de recherche constitue pour elle un risque mortel. Bernard d'Espagna commence à publier en 1965. Son œuvre couvre un demi-siècle. Elle embrasse la fin de la guerre froide, le démantèlement de l'Union soviétique et les décennies suivantes. Il a la conviction, insistons-y, que la connaissance scientifique guide et même commande les choix métaphysiques, d'où la nécessité de connaître la physique, c'est-à-dire, pour lui, et aujourd'hui au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle, la mécanique quantique, pour comprendre non seulement la cosmologie, mais aussi l'anthropologie et la métaphysique, bref, pour philosopher. Il y a un deuxième point qui m'a frappé dans l'œuvre de Bernard d'Espagna, c'est sa critique du réalisme. Celui qui étudie la physique contemporaine, note-t-il, arrive à la conclusion que nous ne saisissons pas le réel en soi. Il reste toujours pour nous un réel voilé.
D'où sa critique du réalisme, c'est-à-dire de l'attitude de la plupart des philosophes contemporains qui, selon lui, ont perdu de vue l'exigence de penser à la lumière des sciences. Bernard d'Espagnat attache une grande importance à la théorie des révolutions scientifiques, en particulier à celle de Thomas Kuhn, même si, dans son traité de physique et de philosophie, paru en 2002, il ne mentionne pas l'inventeur de la théorie des révolutions scientifiques, le mathématicien et philosophe Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877. Reçu premier à l'école normale supérieure en 1822 dans la section sciences. L'école d'ailleurs fut fermée l'année suivante et le pauvre Cournot dut trouver un poste de précepteur pour continuer à rester à Paris. La théorie des révolutions scientifiques signifie que l'on s'approche du réel en substituant à une clé ancienne, une clé nouvelle qui embrasse et unifie une somme de phénomènes plus nombreux et plus divers que la précédente. La conviction de Bernard d'Espagnat, c'est qu'il n'existe pas de clé ultime qui nous ferait voir le réel tel qu'il est en soi. Une sorte de réalité nouménale nous demeure à jamais cachée. À cet égard, il est kantien. Pour Cournot, en revanche, la notion de révolution scientifique repose sur l'hypothèse que les opérations de la nature ne sont pas foncièrement différentes des actions humaines. Il y peut y avoir similitude, voire identité, entre le grand laboratoire de la nature et nos laboratoires et ateliers de l'autre. Bernard d'Espagnat jugeait cette idée naïve. Cournot a pressenti la fin du règne exclusif de la dynamique de Newton et l'importance décisive de la chimie de synthèse. Mais surtout, il n'exclut pas qu'une clé ultime nous dévoilerait peut-être un jour le réel en soi, c'est-à-dire tel qu'il est pour Dieu. Autrement dit, est-ce qu'une vision pour Dieu, une vision en Dieu est possible ? Comme ce n'est pas une certitude, le réalisme reste pour Cournot un pari qu'il est bon de hasarder, dit-il, puisque, comme le dit Platon dans les Lois, se couper de l'espérance, c'est se couper de la vérité. Bernard d'Espagnat a exclu une telle conjecture. Dans Candide et le physicien, publié en 2008, il écrit, page 82, que le prétendu réalisme scientifique est un colosse au pied d'argile qu'il faut abandonner. La conception du réel voilé a d'ailleurs gagné en crédibilité, puisque, ai-je cru comprendre, en suivant, très mal, vous l'avez compris, le séminaire de Bernard d'Espagnat, et en écoutant mes éminents collègues, j'ai compris que la mécanique quantique dans son état actuel ne rend pas compte de certaines formes dites noires de la matière et de l'énergie. Alors, quelle était l'atmosphère du séminaire à l'Institut ? Dans le séminaire qu'il a initié et organisé à partir de novembre 2010 à l'Académie des sciences morales et politiques, Bernard d'Espagnat s'est donné une double tâche. Permettre aux diverses interprétations de la physique contemporaine de s'exprimer, rétablir le lien, à ses yeux rompu, entre physique et philosophie. Il voit bien que les physiciens, même quand ils sont d'accord sur la base mathématique de leur science, peuvent professer des interprétations divergentes de leur discipline. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans son traité de physique et philosophie, Bernard d'Espagnat cite, page 360, le célèbre passage où Laplace écrit « Une intelligence qui, pour un moment donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent,
si par ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les fondements, les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Reste à interpréter cette proposition. Faut-il dire, avec la place de Mancournot, que la probabilité est relative en partie à nos connaissances et en partie à notre ignorance, de sorte que pour une intelligence supérieure qui saurait démêler les causes et suivre tous les effets, la science des probabilités s'évanouirait faute d'objet, ou est-ce que le hasard est inhérent à l'univers? Cournot objecte que le démon de Laplace constaterait dans la nature l'existence de rencontres fortuites. Il écrit « Une intelligence supérieure à l'homme ne différerait de l'homme à cet égard qu'en ce qu'elle se tromperait moins souvent que lui, ou même si l'on veut ne se tromperait jamais dans l'usage de cette donnée de la raison. Selon Cournot, la présence dans la nature de deux systèmes isolables de lois déterministes susceptibles de se rencontrer suffit à produire des événements imprévisibles. Pour le lauréat en 2009 du prix Templeton, répétons-le, Dieu n'entrebâille pas pour nous la porte de la création. Aucune conversion ne nous permet d'accéder, fût-ce par endroits, au réel tel que Dieu le crée et le voit. En un mot, nous ne pouvons pas acquérir une vision en Dieu de l'univers comme le pensait un contemporain de Louis XIV, Nicolas Malebranche, prêtre de l'oratoire et membre de l'Académie des sciences de Paris. En conclusion, je crois que Bernard d'Espagna a eu à cœur, dans son séminaire, de mettre en évidence les divergences d'interprétation de la physique contemporaine. D'où, pour l'amateur incompétent que j'étais, au milieu de scientifiques de premier ordre, la joie et la découverte, la joie de la découverte et le sentiment que le meneur de jeu, avec autorité et bonté, trouvait toujours l'occasion favorable pour que, à chaque séance, l'orateur désigné se fasse entendre et que ses confrères expriment leur réaction. Une telle réussite n'aurait pas été possible si Bernard d'Espagna n'avait pas été reconnu à la fois comme physicien et comme philosophe. Cette double compétence nous a valu des heures inoubliables. Bernard d'Espagna a renoué avec une tradition qui s'était perdue. De 1901 à 1940, la Société française de philosophie consacrait en moyenne une séance sur 3 aux sciences. Le dernier savant à avoir maintenu cette tradition fut Louis de Broglie. Ensuite, vers le milieu des années 50, scientifiques et philosophes commencèrent à avoir des relations plus distendues et prirent l'habitude de s'adresser plutôt à leurs pairs qu'à un public comportant des amateurs. Certes, il y eut de belles rencontres ponctuelles et des savants éminents vinrent parler à la Société française de philosophie. Mais le lien organique entre science et philosophie s'était, pour ainsi dire, rompu. Bernard d'Espagna a eu le grand mérite de rétablir ce lien, même si aujourd'hui la fragmentation des recherches et l'oubli par un nombre élevé de philosophes du devoir de connaître les sciences rendent plus difficile l'établissement de ponts entre physique et philosophie.
Merci beaucoup pour cette superbe contextualisation scientifique, philosophique, mais aussi géopolitique, sociale, culturelle de la pensée de Bernard d'Espagna, et pour votre insistance sur cette organicité du lien entre physique et métaphysique chez Bernard d'Espagna. Vraiment, merci beaucoup.